Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle session de questions et réponses. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question à propos du rapport entre l'esprit et la matière et aussi d'autres considérations à propos de l'intuition et des sentiments. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voilà la question qui m'a été posée récemment. Bonjour Nicolas, cela fait longtemps que je suis vos vidéos qui m'accompagnent dans ma quête spirituelle et dans l'ouverture de nouvelles perspectives d'appréhension du monde. Je me questionnais sur le rapport entre l'esprit et la matière, sur les ressentiments que l'on reçoit de par le monde et sur le monde tel qu'il tourne en dehors de nous. Je me demandais donc où peut-on situer les limites de l'intuition. Voilà une excellente question qui demande d'abord d'établir certaines définitions. L'esprit. Donc je vais d'abord définir l'esprit. Ma définition de l'esprit, elle est très influencée par celle de Ken Wilber. À l'époque de mes expérimentations psychédéliques et de mes expériences mystiques, je me suis posé beaucoup de questions à propos des niveaux les plus subtils de la conscience. Et c'est dans l'œuvre de Ken Wilber que j'ai trouvé les réponses les plus claires. Et lui, il a développé une échelle de la conscience, ou il appelle ça parfois aussi le spectre de la conscience. En anglais, c'est Spectrum of Consciousness, qui commence par les niveaux prépersonnels, donc dans l'enfance, avant que la personne soit créée. Donc, l'enfant n'a pas encore de personne, n'a pas de personnalité, il fait partie d'un mental de groupe, qui est le mental de sa famille. Et à un certain âge, l'adolescence, la personnalité commence à apparaître et à se distancer de celle de ses parents. Et donc, c'est le niveau personnel qui commence à apparaître. Et pour la majorité des êtres humains, ça se limite à ça. Mais pour une minorité encore sur cette planète, il y a les niveaux transpersonnels qui finissent par se développer. Et là, on entre dans le corps subtil, ce qui est souvent appelé l'âme. Et après, on peut migrer un peu plus dans le corps causal, qui est ce qu'on appelle généralement l'esprit, pour atteindre finalement la non-dualité, qui est l'état absolu, en fait, qui est la pointe de la pyramide, mais qui est en même temps la pyramide au complet. Donc l'esprit est l'aspect le plus subtil de ce que je suis. Et d'une certaine manière, c'est un des aspects les plus importants de ce que je suis parce que c'est de là que tout commence. Les pensées, les sentiments, les maladies. Les maladies, selon moi, se génèrent d'abord au niveau de l'esprit. Et si la personne n'en tient pas compte, ça descend tranquillement et dans les niveaux les moins subtils. Donc, ça descend dans le corps subtil et là, ça descend dans le corps physique, corps mental. Et ça devient des maladies physiques. Mais d'abord, c'est dans les niveaux les plus subtils, les niveaux spirituels. Il est important de noter que Ken Wilber est un transcendentaliste. Il a une pratique bouddhiste. Et donc, sa vision du monde diffère de la mienne. Moi, je suis un immanentiste et je ne crois pas à l'évolution. Donc, je ne crois pas que l'esprit est une évolution par exemple, du corps subtil. Je pense que tous les aspects de mon corps sont importants, comme mon cerveau est aussi important que mon cœur, que mes poumons. Si j'ai pas de poumons, je peux avoir le plus beau cerveau du monde, il n'y a rien qui va fonctionner. Donc l'esprit me semble être un aspect très important d'une personne qui est entière et qui a développé tout ce qu'elle peut être. Et c'est malheureux, parce que chez la majorité des êtres humains, l'esprit n'est pas développé. Il n'y a même pas de corps subtil généralement qui est développé, c'est juste comme un état latent, un peu comme les animaux. Mais pour moi, le corps subtil et le corps causal doivent être rendus conscients pour devenir vraiment des entités conscientes qui fonctionnent complètement avec le tout que je suis.
En fait, l'esprit est un thème assez complexe que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo en soi. Mais restons brefs pour cette vidéo, puisque le but n'est pas de définir l'esprit. Définissons la matière. Qu'est-ce que la matière? Premièrement, moi je crois pas à la matière. Donc déjà, il va falloir reformuler la question. Et la matière n'existe pas, je suis un immatérialiste et c'est... La matière, généralement, pour la définition de Monsieur Tout-le-Monde, c'est une hypothèse qui a été émise par la science. Une hypothèse non prouvée. Jamais aucun scientifique a pu prouver que la matière existe. La matière étant comme quelque chose de fini. Ça serait ça la définition, c'est quelque chose qui est fini, qui est limité, et donc on ne peut pas aller plus loin. Et c'est drôle parce que justement, la mécanique quantique, c'est la nouvelle science d'aujourd'hui, elle commence justement à se rendre compte que, ça fait longtemps qu'elle a découvert que par-delà cette illusion de la matière, eh bien, il y a encore autre chose, et il y a toujours des choses les plus subtiles jusqu'au point où c'est un champ énergétique. Et là, on entre dans des théories de l'antimatière, de la matière, d'un électron qui est ici, mais qui est partout en même temps et qui est en potentiel tout en étant ici. Ça devient très intéressant. Et là, la science classique s'effondre. Donc, je ne crois pas à la matière, je ne peux pas croire ainsi à l'évolution. Ne croyant pas à la matière, ça enlève beaucoup de contraintes, parce que je ne crois pas qu'il y a une limite. Puisque je suis conscient, je suis dans la conscience, et la conscience est illimitée, je ne peux pas concevoir qu'une partie de moi-même est limitée. Donc, c'est pour ça que la matière n'existe pas. Et encore là, c'est un sujet très complexe qui mériterait une vidéo complète et même une série de vidéos. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, la matière, l'esprit sont définis. Bien, maintenant, commençons à réfléchir sur la question qui m'a été posée. Donc, cette question est très profonde. Quel est le rapport entre la matière et l'esprit? Donc, moi, je vais préférer utiliser quel est le rapport entre le monde physique et l'esprit, ou le monde et l'esprit, tout simplement. D'une part, pour les matérialistes, ou les scientifiques, ou les existentialistes, la matière existe. Donc, le monde est fini. L'esprit, pour eux, est qu'un sous-produit du cerveau. Et une sorte d'exudation du cerveau qui, dès que la personne est morte, cesse. C'est pour ça que Jean-Paul Sartre croyait qu'à sa mort, cela finissait, qu'il n'y avait plus rien après et que sa vie, sa conscience se limitait du début à la fin de sa vie physique. Moi, personnellement, je trouve ça un peu limité. Et je me sens très contraint dans cette définition du rapport entre l'esprit et la matière. Dans le judéo-christianisme, il y a cette croyance que l'esprit s'incarne dans la matière, donc une incarnation. Et souvent ils vont prendre aussi le terme de l'âme, c'est l'âme qui entre dans le corps, il y a l'Esprit Saint, mais il y a toujours cette idée de la séparation. Donc pour le judéo-chrétien, à la mort, l'esprit se sépare du corps physique. Il y a une séparation. Et ça, pour moi, c'est encore dans la dualité. Pourquoi me séparer de l'absolu? Voilà une bonne question. Pour les hindouistes, les védistes, les philosophies plutôt orientalistes, c'est très similaire. Il y a encore cette idée de la réincarnation, du samsara, de cette roue infinie qui fait qu'on doit revenir sans cesse, se purifier, évoluer, jusqu'au point où on entre dans l'esprit. Donc pour eux, ça va très proche justement de la théorie de Ken Wilber, parce que Ken Wilber a une pratique bouddhiste. Donc, dans le spectrum de la conscience, on entre dans le niveau prépersonnel, et là, on grandit jusqu'au niveau personnel, et là, pour la majorité, ça bloque, et là, après ça, ça monte
encore là dans les niveaux de plus en plus subtils, dans les niveaux de plus en plus lumineux. Jusqu'au point où on atteint l'état d'esprit et on se libère de l'illusion de la réalité. Et là, on entre dans l'état du Bouddha. Et c'est ça, s'échapper de la roue du samsara, c'est atteindre l'état du Bouddha. C'est casser la roue. Mais pour atteindre ça, la personne doit passer à travers de multiples réincarnations. Et parfois même recommencer au niveau d'un animal et remonter. Et c'est un cycle infernal, sans fin. Presque sans fin. Pour moi qui est immatérialiste, le monde est une représentation. Je reconnais les lois de la physique, bien que je ne reconnaisse pas la matière. Il faut faire la distinction. Parce que les lois de la physique, c'est évident, ils sont là. Les lois de la physique viennent avec une diminution de la vibration. Plus la vibration d'un objet ou d'une pensée diminue, plus elle devient opaque. Et c'est pourquoi, dans le monde physique, ici, personnellement, je ne peux pas passer à travers le mur. Mais par contre, si je m'immatérialise, ou je me dématérialise, bien, je pourrais passer à travers. Et les lois de la physique changent avec ma location. Si j'étais au cœur d'un trou noir, il est fort probable que les lois de la physique, qui semblent si réelles et si vraies pour la majorité ici, semblerait très différente. Donc, il faut prendre les lois de la physique avec un grain de sel. C'est comme des règles qui sont là présentement autour de moi et je les accepte parce que ça fait partie du monde. Mais je n'accepte pas la définition farfelue des scientifiques de la matière. Donc, puisque je ne suis pas dans l'évolution, puisque je ne crois pas qu'il me faut sans cesse me transcender, pour moi, je casse d'une certaine manière l'échelle de la conscience. L'esprit n'est pas plus important que mon âme, que mon mental. Ils font tous partie du grand tout que je suis. Et si je veux être heureux, si je veux être plein, je dois leur donner tous de l'attention, de l'amour, de l'intelligence. Un peu comme mon exemple de tantôt. Mon cerveau n'est pas plus important que mon cœur. Si j'ai pas de cœur physique, bien, je peux avoir le meilleur cerveau du monde, il va pas fonctionner. Et chacun des organes de mon corps ont leur importance et ils doivent être utilisés et ils doivent être aussi gardés en santé. Ça, c'est très important d'avoir un esprit en santé, de faire des exercices spirituels. C'est ainsi que dans le rapport entre l'esprit et la matière, dans la majorité des systèmes présentement, et ça amène l'idée que nous sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers d'un corps physique, nous sommes prisonniers d'un monde fini. Et bien sûr, on est donc des esclaves, on est prisonniers et il faut nous libérer. Et c'est ça l'idée de la libération qui a été emmenée à travers l'histoire. Mais ce n'est pas ainsi que moi je pense, parce que je suis déjà libre, puisque je n'évolue pas. Je suis évolué. Puisque le monde est une représentation, que je me représente, je suis le créateur de la réalité, je suis le centre du monde. Et donc, je suis conscient que je ne suis pas prisonnier de la matière, parce que la matière, je l'ai enlevée de mes idées. J'accepte et j'assume les règles du monde physique, parce que par la limite, je peux m'y limiter. Donc, les limites que je vois dans ce monde, qui ne sont pas des vraies limites, permettent à ma personne de s'y limiter. Pour bien faire le rapport entre l'esprit et le monde physique, il faut comprendre le paradoxe. Il faut aussi en faire l'expérience. Parce que c'est quelque chose de comprendre le paradoxe intellectuellement, mais d'en faire l'expérience, ça c'est autre chose. Moi, j'en ai fait l'expérience un jour lors d'une expérience mystique où, soudain, dans l'état de transe, je me suis réveillé et j'ai réalisé que le monde était en moi et que j'étais le monde. Et donc, c'est les deux aspects impossibles à comprendre rationnellement qui se sont manifestés en même temps. Et là, mon mental s'est mis à disjoncter et il a comme ouvert et j'ai compris le paradoxe. J'ai compris que c'était les deux en même temps.
Et donc, dans mon cas, l'esprit et le monde physique coexistent en même temps. Ils sont deux aspects de mon corps. Donc, le monde physique est encore une partie de mon corps, comme mon esprit, comme mon âme. Et je dois lui donner de l'attention, je dois lui donner de l'amour, tout autant que les autres parties. Et à ce propos, je suggère de faire des recherches sur la pratique intégrale de Ken Wilber. C'est une pratique très intelligente que j'ai découverte à mes périodes mystiques, qui m'a beaucoup aidé à pouvoir donner de l'attention à tous les aspects de ma personnalité, à tous les aspects de ce que je suis, pour demeurer en équilibre. Parce que vous avez certainement déjà rencontré des gens très, très, très spirituels, mais qui ne tiennent pas à terre, qui sont complètement déconnectés. Ils savent pas parler aux gens, ils savent pas vivre dans le monde, ils ont beaucoup de difficultés. Et même ça les rend malheureux d'être ici, alors ils s'enfuient dans l'esprit. Je crois que c'est bon d'être spirituel, mais il faut aussi avoir beaucoup de subtilité, avoir un mental très fort, un corps physique fort, avoir un ensemble de choses qui nous permettent d'être complets. Et justement, pourquoi les hindous reviennent dans le samsara, c'est qu'ils ne sont pas complets. Ils n'arrivent pas en une vie à devenir pleins, sauf lorsqu'ils deviennent un Bouddha. Et c'est pourquoi qu'ils sont insatisfaits, donc ils doivent revenir sans cesse pour travailler leur karma, éliminer des choses, etc. Donc, mais pour moi, il n'y a pas de karma. Je refuse cette idée saugrenue qu'il me faut expier, qu'il me faut me purifier. Je suis déjà pur. Si donc tu peux arriver à dématérialiser le monde en faisant des expériences de dématérialisation, eh bien, tu vas résoudre ce rapport, tu vas le comprendre dans son niveau le plus subtil. Dans mon cas, c'est arrivé grâce aux psychédéliques, par des expériences répétées de dématérialisation. C'est devenu évident à un certain point que la matière n'existe pas. Avant même qu'intellectuellement je puisse comprendre et l'expliquer, je l'avais senti. Je comprenais que quand je montais dans des états plus subtils et extrêmement subtils, eh bien, je pouvais passer à travers la matière, je pouvais passer à travers les règles du monde physique. Je vous entends penser derrière votre écran et je suis conscient que ce que je viens de dire va emmener plusieurs autres questions parce que c'est une réflexion ouverte. Et si ça vous amène justement des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et si vous avez des réponses et des opinions aussi, j'aimerais beaucoup les entendre et ça va aider d'autres gens aussi dans leur quête. Dans la deuxième partie de sa question, il me demande de réfléchir sur le ressentiment que l'on reçoit de par le monde. D'une part, je pense que ressentiment, ce que tu veux dire dans le fond, c'est un sentiment qui pourrait être négatif, mais un sentiment tout de même. Donc, disons plutôt un sentiment que je reçois de par le monde. De prime abord, j'aimerais t'avertir qu'il n'est pas très précis d'utiliser le « on ». Le « on » est un sac fourre-tout très imprécis qui ne devrait pas nécessairement être utilisé en philosophie ou dans ce genre de questions parce que l'on reçoit, qui est le « on » reçoit? Est-ce que tu es capable de me dire que tous les êtres humains reçoivent du ressentiment présentement? Tu aurais mieux fait de dire quel est le ressentiment que je reçois du monde. Ou si tu veux généraliser, tu peux dire quel est le ressentiment que la majorité des gens reçoivent, ainsi tu n'inclus pas tout le monde. Et ça serait plus précis. Chacun reçoit le salaire de ses pensées. Ça, c'est un principe très important pour moi. Donc, ce que tu penses va se manifester dans ta vie. Les sentiments sont un peu comme un écran de télévision qui te permet de voir la réalité telle qu'elle est, dans sa vérité. En tout cas, c'est ce que je considère. Moi, je me sers beaucoup des sentiments depuis longtemps pour me guider, pour comprendre vers où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser. Et non les émotions. Les émotions, au contraire, ils interfèrent. Elles se mettent entre toi et tes sentiments. Elles faussent la note, elles faussent la couleur. Elles brisent aussi tes belles perceptions. Pour être en harmonie, moi,
Je me sers de mes sentiments. Qu'est-ce que je sens présentement? C'est ça la question que tu peux te poser. Qu'est-ce que je sens en ce moment? Par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et il m'est arrivé très souvent d'écrire mes sentiments. Donc, je vais écrire mon journal et là, je commence à analyser mon sentiment. Dans ces détails les plus subtils, je cherche. Et je m'efforce d'enlever les émotions. Parce que les émotions, c'est ce qui va t'empêcher de réussir à être en harmonie. Les émotions, ça nous détruit. C'est une plaie sur la terre. Et donc, les sentiments et les ressentiments, si tu es quelqu'un d'insatisfait, eh bien, pour bien les sentir, parce que les ressentiments sont aussi importants, et en fait, comme je dis, ce sont des sentiments, de toute façon, mais tu dois faire un travail sur toi-même. Tu dois, un peu comme un muscle, tu dois le travailler. Travailler à être attentif, un peu comme quelqu'un qui perd l'usage de la vue. Soudain, son oreille devient ultra puissante. Et donc, pour réfléchir sur ça et vraiment pousser ta réflexion à propos du ressentiment, bien, tu devrais regarder tes sentiments et les analyser et les noter pendant une longue période. Et c'est un peu, encore là, c'est un exemple, comme les dauphins. Quand ils ont comme un effet de sonore, donc ils envoient un genre de clic et ça leur revient. Et c'est ça qui leur permet de faire une carte du monde dans lequel ils sont. C'est pas avec leurs yeux qu'ils voient le mieux, c'est avec ce sonore, ce radar. Et moi, je considère que les sentiments, c'est la même chose. C'est comme un clic que tu envoies dans le monde et tu reçois et tu peux faire une carte du monde autour de toi pour toujours mettre le pied au bon endroit. Et remarque que tous les fois que tu as fait des erreurs, que tu as eu des malheurs, c'est des fois où tu t'es laissé emporter par les émotions. Mais les fois que tu as écouté tes sentiments, c'est impossible de se tromper parce que le sentiment est basé dans l'esprit. Le sentiment est un ping qui revient direct de l'esprit. Donc, commence à mettre des clics dans ta vie, clique les sentiments et commence à les sentir plus clairement. Pour aller plus loin, je suis pas en fait complètement certain de comprendre ta question à ce propos, des ressentiments. Bien sûr, parfois j'en ai, moi aussi. Par exemple, j'aimerais vendre plus de livres, j'aimerais ça être plus connu, j'aimerais ça avoir plus de compagnes dans ma vie, plus de femmes, en même temps. Et je me sens très limité par le monde qui m'entoure, son ignorance, son manque de compréhension des niveaux les plus subtils. Et c'est vrai que parfois je peux avoir des ressentiments, mais ils sont intégrés. Moi, en tant qu'artiste, ça reste pas en moi. Si le ressentiment reste en toi, ça va macérer, ça va te détruire, ça va te donner des maladies. Et si tu apprends à l'exprimer, par l'art par exemple, la musique, la bande dessinée, la peinture, l'écriture, ou à les exprimer. Moi, j'ai des longues discussions avec ma compagne ou avec des amis, des discussions philosophiques. Ça reste pas longtemps en moi. Donc, oui, il y a des moments où j'ai des ressentiments, mais c'est tout de suite que ça sort. Et donc, c'est pas quelque chose qui devient un problème dans ma vie. Ça ne l'a jamais été un problème dans ma vie. Parce que j'ai appris à extérioriser, à externaliser ces choses-là pour mieux les analyser, mieux les comprendre et m'en débarrasser d'une certaine manière. Une fois que je l'ai compris, bien, je travaille dessus. Donc oui, je suis un peu... des fois, j'aime pas l'idée que je vais en passer de livres, mais en même temps, ben, je fais plus d'efforts pour comprendre comment je pourrais vendre des livres. J'ai étudié la question, j'ai acheté des livres sur le sujet, j'ai mis mes livres sur Amazon, j'ai retravaillé mon site web. Et donc, je pose des actions. Je sais que je suis en train de faire le mieux que je peux. Et si ça fonctionne pas, eh bien, je n'ai juste je n'ai qu'à faire encore mieux et avoir le désir profond qui reste en moi. Et je me dis, un jour ou l'autre, il va y avoir quelque chose qui va se passer, un déclic qui va m'amener à ne plus avoir ce ressentiment. Dans la troisième partie de ta question, tu parles du monde qui tourne autour de nous. Encore là, fais attention à la formulation. Il serait plus clair de dire le monde qui tourne autour de toi.
dépendamment de ta conception du monde, ta vision du monde. Parce que moi, je ne considère pas que le monde tourne autour de moi. C'est moi qui crée le monde et qui le met en mouvement. C'est l'auto-mouvement de l'être. C'est de la métaphysique, c'est très profond. Mais je comprends ta question. Mais pour y répondre, bien sûr, encore là, il faut que tu comprennes le paradoxe. Je suis l'intérieur de tout, mais je suis séparé de tout en même temps. Et si tu dois danser sans cesse, et c'est encore là, ça revient au rapport entre l'esprit et le monde physique. Danser entre la personne et l'être, entre l'absolu et le relatif. Et c'est dans cette danse que moi j'éprouve une grande joie. Je pourrais bien sûr être dans une grotte, méditer toute la journée, baigner dans mon esprit lumineux, mais en même temps, je serais pas très balancé, parce que c'est probable que à l'heure de ma mort, je pense qu'il me fasse revenir, je pense qu'il me faille revenir pour justement travailler mon corps physique, peut-être avoir des compagnes, avoir plus de sexe. Il est donc pas important pour moi d'être complètement intégral, pour être plein à chaque instant. Ainsi, jamais je ne serai pris de court. Si je mourrais demain, si je meurs dans 50 ans, dans 150 ans, dans 500 ans, et si je suis toujours dans le ici maintenant, je ne serai pas pris par surprise. Et je serai plein. Et je me sens plein depuis plusieurs années. Et c'est un sentiment qui est très, très permanent en moi. Donc, il me suffit de continuer. Et moi, je fais pas confiance à la science aujourd'hui. Donc, quand la science nous parle de l'univers, du cosmos à l'extérieur de nous, j'ai voyagé vraiment loin dans l'univers. Je suis allé dans des lieux subtils, incroyables, lors de mes expériences psychédéliques. Et je connais des gens qui ont des dons de médiumnité, des dons de faire des voyages astraux, des choses comme ça. Et ces gens-là pourront vous parler qu'ils peuvent voyager dans l'univers. Et que finalement, quand ils font ça, ils voyagent en eux. C'est un sujet très complexe. Et moi, ça m'avait beaucoup aidé d'étudier les hologrammes. Parce que là, un hologramme, c'est un aspect en 3 dimensions. Un peu comme l'univers. L'univers est en 3 dimensions. Et un hologramme, si tu as une plaque qui constitue l'hologramme, et tu coupes la plaque en 4, et tu gardes juste un corps, tu vas continuer de voir la même image. L'image complète va être là. Elle va être peut-être un peu floue, plus floue, mais elle va être quand même complètement là. Et c'est quelque chose que j'avais compris de la réalité, de mon cerveau aussi. Tu peux couper une partie du cerveau et tu vas pas perdre l'entièreté de ce que tu es parce que c'est réparti dans l'ensemble. Et ça, c'est très intéressant de réfléchir là-dessus parce que ça va t'aider à comprendre comment l'univers fonctionne, comment l'univers en fait est un hologramme. Quand tu regardes un hologramme, tu as vraiment l'impression qu'il est là, tu veux lui toucher, mais en essayant de lui toucher, tu te rends compte que c'est juste une image. Et l'univers est comme ça. Il nous donne l'illusion d'être en 3 dimensions, mais en fait, il est en nous. Et c'est très complexe comme question, je l'avoue. Et ça demande réflexion. Donc, voici des pistes de réflexion. Je pense pas que je peux répondre complètement. Je suis pas un scientifique de la mécanique quantique, mais moi, je reste toujours dans l'immatérialisme. Et je reste aussi dans les expériences de dématérialisation que j'ai vécues lors de mes expériences mystiques. Et c'est ça qui m'amène à comprendre que le monde n'est pas à l'extérieur de moi. Et donc, quand je vais mourir, je ne vais pas sortir de mon corps. Je vais entrer dans la réalité. Je vais entrer dans mon corps, dans les niveaux les plus subtils. Donc, dans ta réflexion, c'est toujours important de savoir à quel endroit tu te positionnes, dans quelle perspective tu vois la réalité et quel est ton système de croyance. Pour un chrétien, un judéo-chrétien, pour un scientifique, le monde est extérieur et donc le monde il se sent séparé.
Et il a cette urgence de revenir vers le Créateur, vers l'unité. Et ça, c'est un sentiment qui est là beaucoup dans les religions, la séparation. Mais moi, je ne sens pas ça, je ne me sens pas séparé de rien. Parce que je suis le Dieu vivant, je suis le cosmos dans son entièreté. Et si je le représente autour de moi comme un monde en 3 dimensions, c'est pour mieux me repérer, c'est pour mieux m'y limiter, parce que la limite me permet de m'y limiter. Continuons donc la réflexion avec la 4e partie de sa question qui a rapport à l'intuition. Quelles sont les limites de l'intuition? Une belle image que je peux donner, que moi j'ai compris dès mon enfance, c'est dans la bande dessinée. Moi j'avais compris qu'un bon BDiste, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est ça l'avantage, hein? Parce qu'au cinéma, t'as besoin d'argent, t'as besoin de gens, t'as besoin du matériel. Par contre, quand t'es un BDiste, t'as juste à savoir bien dessiner. Donc, je savais que je devais travailler ma technique de dessin pour être capable de faire ce que je veux. Pour être capable de faire des vaisseaux spatiaux, de faire des perspectives, de faire des maisons, de dessiner des personnages parfaitement, de très proche, de très loin, en mouvement. Et donc, la limite de ce que je pouvais faire dans mes bandes dessinées dépendait de mes limites personnelles dans ma capacité, d'une part, à être créatif, à être imaginatif, et d'autre part, à bien dessiner. C'est la même chose dans l'intuition. L'intuition, elle est limitée par tes limites à toi. Si tu limites ton intuition, par exemple, en étant trop rationnel, en questionnant chaque fois que tu as un sentiment, une intuition, eh bien, tu mines cette belle capacité qui est là naturellement chez la majorité des gens. Malheureusement, on est dans une société très paternaliste, donc les hommes ont tendance à être rationnels et donc dès notre enfance, on nous inculque des valeurs rationnelles et on ne nous amène pas à travailler l'intuition. Et ça, c'est très dommage. C'est pour ça que moi, je crois qu'il faut arrêter d'envoyer les enfants à l'école. Arrêtez de voter, arrêtez d'envoyer les enfants à l'école. Occupez-vous de vos enfants et faites en sorte qu'ils ne deviennent pas des robots, qu'ils ne reçoivent pas des vaccins, qu'ils ne soient pas programmés par un appareil qui veut faire d'eux des robots masculins très, très rationnels, qui n'ont plus d'intuition, qui n'ont plus de perception. Et donc, puisque c'est comme un muscle, l'intuition, tu dois la travailler par tous les moyens possibles. Par des exercices, en y faisant attention, en parlant, en étudiant la question. Par exemple, quand j'ai commencé à avoir des expériences mystiques, soudain je me suis mis à faire des rêves lucides, à entendre les gens penser clairement, à les entendre leurs sentiments, leurs émotions. C'est incroyable. Et là, je comprenais pas si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis entraîné. Quand je rêvais, par exemple, à ma sœur, à ma mère, eh bien, je les appelais. Je leur demandais à quoi tu as rêvé cette nuit? Et souvent, ils me disaient « Hey, j'ai rêvé à toi, justement. » Et c'est arrivé très souvent qu'on a rêvé à peu près la même chose, ou un rêve qui se complétait. Il m'est même arrivé une fois de rêver avec ma compagne, ma mère et mes 2 sœurs. Et j'ai appelé les 3 séparément. Et j'avais demandé à ma compagne aussi, qui dormait avec moi. Et nous avions tous rêvé au même endroit. Sauf ma compagne qui avait rêvé avec les mêmes personnes, sauf qui était dans un endroit différent. Et donc, je me suis interrogé, je me suis dit, c'est pas juste un rêve. Si nous avons tous rêvé, nous étions tous dans la cuisine chez mes parents cette nuit, c'est incroyable. Eh bien, mon intuition, et c'est ça l'intuition. Mon intuition, elle était là et j'aurais pu dire, oh, c'est pas vrai, c'est juste un rêve. Mais je l'ai pris au sérieux. Et j'ai utilisé ce rêve parce que mon rêve tentait de m'expliquer quelque chose sur ma relation avec ma famille. Les pouvoirs de chacune des personnes qui étaient présentes. Et des exemples de même, j'en ai eu plein. Je me suis mis à sentir les gens, à penser à eux à un certain point et je me disais, ça n'a aucun rapport pour que je pense à cette personne présentement. Elle doit penser à moi.
Et donc, quand j'en avais l'occasion, ben, je vérifiais. C'est arrivé à quelques reprises que j'ai, même à plusieurs reprises, que j'ai écrit à la personne, j'ai envoyé un chat à quelqu'un pour lui demander pourquoi tu penses à moi. Et là, elle a dit, ah, justement, c'est vrai, je pensais à toi, puis à propos de telle chose. Et ça me confirmait. Si bien que maintenant, je n'ai plus besoin de le faire. À moins que mon intuition m'amène à comprendre qu'il me faut demander à la personne pourquoi elle pense à moi, mais je sais pourquoi, mais c'est un prétexte pour entrer en relation avec elle. Et ça arrive parfois. Ça m'est arrivé dernièrement de penser à une femme qui est très importante dans ma vie, et puis là, je la sentais triste. Et là, ben, je lui ai écrit, je commençais à chatter avec elle, et elle m'a dit oui, c'est vrai, je pensais à toi, et je pensais à notre relation qui n'a pas fonctionné, et puis là, elle était nostalgique. Alors c'était vrai. Mon intuition était vraie. Donc, développe ton muscle, et plus tu vas être fort, un peu comme si tu vas au gym, le gym de l'intuition, à un certain point, tu vas développer ton intuition de plus en plus. Et dis-toi que c'est quelque chose d'inné. Regarde les animaux. Les animaux, ils le sentent. Ils vont sentir les choses à l'avance. Ils n'ont pas le filtre de la personne, le filtre masculin, rationnel qui est imposé. Et donc, ils perçoivent le monde tel qu'il est. L'intuition est comme un filtre. Si le filtre est sale, ça va être difficile d'avoir des bonnes intuitions et des intuitions propres. Par exemple, tu pourrais avoir une intuition et tout de suite la twister et ça va se retourner contre toi. Tu vas prendre la deuxième impression avant de prendre la première impression. Et donc, pose-toi les questions, par exemple, est-ce que ton corps est pollué? Moi, je me suis rendu compte dernièrement, en faisant un jeûne long, j'ai fait un jeûne à l'eau de 24 jours, et je me suis rendu compte à quel point mon corps était pollué. Et je mangeais bien depuis plusieurs années quand même, mais il y avait des choses que je n'avais pas remarquées. Et je peux dire que ma perception de la réalité, ma perception du monde, s'est grandement améliorée après mon jeûne. Il y a des choses que c'est fini. Je mangerai plus de viande, je boirai plus de lait. Et oui, j'ai expliqué rationnellement pourquoi. Je sais, j'ai étudié, mais de prime abord, c'était un ressenti. Non, le lait n'entrera plus dans mon corps. C'est un poison. La viande aussi. Et j'en suis même au point où la viande, la nourriture cuite, je le sens maintenant, je sens que c'est pas bon pour mon corps. Que ce qu'il y a de mieux pour moi présentement, c'est la nourriture crue. Et les fruits, les choses les plus simples qui existent sur la planète, et ayant la vibration la plus élevée. Et aussi la question que tu peux te poser, quelle est ma vibration? Si tu as une vibration très basse, justement, si tu manges de la viande, si tu as des mauvaises pensées, si tu es dans un état de stress permanent, ben, tes intuitions vont avoir de la misère à passer à travers ce mur que tu mets. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi dernièrement pour augmenter ma vibration. Je crois que la nourriture crue et le frugivorisme, c'est une vibration très élevée. Donc, ça élève ma vibration, d'une part, et ça ramène justement à ton rapport entre l'esprit et la matière. Donc, en élevant ma vibration le plus possible, par tous les moyens possibles, par ma pensée, par mon alimentation, eh bien, le monde se dématérialise peu à peu. Il n'a plus l'importance qu'il peut avoir, par exemple, pour toi ou pour certaines personnes qui en sont prisonniers. Je me sens pas prisonnier. Je me sens complètement libre. Je sens que j'accepte les lois de la physique et c'est moi qui les ai choisies. Comme j'ai choisi mes parents, j'ai choisi de me représenter le monde dans lequel je suis présentement parce que j'en éprouve un plaisir. C'est pour le plaisir que je suis ici. Moi, je suis un homme heureux. Je suis ici pour enseigner le bonheur. Je suis pas ici pour expier, pour enseigner à souffrir comme le Christ, comme le Bouddha, comme la majorité des gens sur la Terre. C'est pas comme ça que moi je vois le monde. Et je t'invite à réfléchir. Je vous invite tous à réfléchir sur le sujet. Donc, pour bien réfléchir sur un sujet, d'abord, tentez de donner des définitions aux mots que vous voulez utiliser. Donc, si vous voulez réfléchir sur l'esprit et la matière, ben, demandez-vous, c'est quoi l'esprit et la matière? Demandez-vous ce que les grands penseurs, les grands philosophes ont pensé à ce sujet. Parce que de toutes mes études, des grands maîtres spirituels réalisés, jamais
je n'ai vu le mot matière dans leur discours. Ils vont toujours parler du corps physique, du monde physique. La matière est un terme utilisé par la science. C'est tout. Et puisque la science est devenue la nouvelle religion aujourd'hui, eh bien, la majorité des gens l'utilisent comme ça. Mais il faut reculer d'un pas pour réfléchir clairement et pour avoir des intuitions. Et l'intuition sert dans la réflexion philosophique parce qu'il y a un aspect rationnel, mais la majorité des avancées que j'ai dans ma pensée, du renouveau, de la régénérescence, elle vient de mon intuition. Mon intuition, qui n'est pas toujours quelque chose qui est clair de prime abord. Il y a quelques mois, je me sentais toxique. Je ne savais pas quoi faire. Je me disais, je vais pogner le cancer, quelque chose qui va arriver. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon intuition m'a dit, bon, vas-y, fais un jeûne. J'ai dit, OK, je fais un jeûne. Je savais pas qu'à l'autre bout, qu'après le jeûne, hein, qui a duré quand même un bon 6 semaines, j'allais devenir végétalien. Quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais ri de lui probablement. Mais maintenant, ça devient une évidence sauvage, c'est évident que c'était une intuition et là c'est devenu une réalité. Mais j'étais à l'écoute et j'aurais pu dire, ben non, j'ai pas besoin de ça. Mais c'était plus fort et mon intuition, l'intuition à un certain point est tellement forte qu'il faut l'écouter. Il faut apprendre à écouter ça. Et quel meilleur professeur que les femmes? Regardez autour de vous, si vous avez des femmes dans votre vie, vous allez avoir des professeurs d'intuition. Il est malheureux toutefois que beaucoup de femmes sont des hommes parce qu'ils ont été programmés par un système paternaliste, par un père dominant, par une société qui diminue les sentiments, qui diminue l'intuition, mais c'est important tout de même de regarder les femmes pour ça, parce que moi, ça a été les meilleurs professeurs dans ma vie, ça a été des femmes pour l'intuition. Donc, soyez attentifs aux femmes, soyez attentifs à l'intuition. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre, si je peux aborder le sujet de manière profonde et intelligente. Merci d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a touché, bien partagez-la sur vos réseaux sociaux pour aider à d'autres gens à développer leur propre pensée à ce sujet. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.